Elle a couvert de nombreux conflits depuis plus de 20 ans, de la Bosnie à l'Ukraine en passant par la Centrafrique, l'Afghanistan et le Mali. Son credo, raconter la guerre à hauteur d'hommes et de femmes. Dorothée Oliéric est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur Merci. TV5 Monde. Vous êtes journaliste, donc grand reporter à France Télévisions, nos confrères de France Télé. Votre livre « Vie et mort d'un soldat d'élite », Maxime Blasco, est réédité en format poche. C'est aux éditions Lithos. On va parler de ce livre, Dorothée Oliéric. Mais vous le savez, à TV5 Monde, on est beaucoup regardé en Afrique. Vous qui avez couvert ce conflit, on a envie de savoir en quoi, pour l'armée française, c'était une opération extérieure, une OPEX comme on dit, sur un théâtre de guerre étranger, particulière, 10 ans quand même quasiment face à des groupes djihadistes. Particulière et qui termine pas très bien pour la France, on va le dire. Moi, j'ai suivi ces opérations dès le départ, l'opération Serval au départ en 2013, la montée sur Gao, sur Tombouctou, et puis j'ai vu cette emprise, cette enceinte française augmenter et vraiment des opérations se faire anti-djihadistes et une incompréhension monter quand même avec la population, avec un sentiment anti-français qu'on pouvait ressentir à mesure du temps où rien ne se passait vraiment. Et jusqu'au départ, effectivement, qui est un départ politique et largement commenté. Alors il y a l'aspect militaire des choses et il y a l'aspect politique. Sur l'aspect militaire, ce qu'on a beaucoup entendu, vous allez sans doute nous le confirmer à travers les reportages que vous avez réalisés, c'est l'immensité. Avec, pour l'armée française, je dis bien pour l'armée française, des groupes armés ennemis quasiment invisibles. Alors c'est ce type d'opération où on passe 15 jours à ratisser le désert avec le sentiment de se dire qu'on cherche vraiment une aiguille dans une botte de foin. C'est pas le terrain le plus dangereux parce que c'est effectivement cet ennemi invisible, il ratisse et après ils ont changé un peu la technique en réduisant vraiment, notamment en intervenant sur la zone des 3 frontières où là effectivement il y avait beaucoup plus d'affrontements avec les djihadistes. Au départ, les soldats français sont accueillis comme des sauveurs, Oui. disons-le, face à ces groupes djihadistes. Et puis vous l'avez dit, Dorothée Oliéric, plus le temps passait, plus ça se compliquait pour l'armée française. 10 ans quasiment, d'abord Serval, puis après Barkhane, pendant 9 ans. Est-ce qu'à un moment donné, cette armée française était perçue, à tort ou à raison, comme une force d'occupation ? Alors oui, c'était le reproche qu'on faisait, mais du côté des Français, il n'y a jamais eu ce sentiment. Il y a vraiment eu, moi qui voyais ça avec les soldats vraiment lors d'opérations, j'ai eu le sentiment de voir des militaires français se battre pour aider les Maliens, pour rétablir la sécurité, pour chasser les djihadistes, et jamais avec cette espèce de sentiment d'occupant, mais ça a été perçu effectivement comme ça. En tout cas, pour les soldats de Barkhane, ça a été une souffrance de se dire on est allé se battre pour eux, avec des opérations aussi d'action civilo-militaire pour aider la population et de partir comme ça en étant chassés et en ayant perdu 59 soldats sur le Sahel en général. C'est un échec pour la France. 59 soldats tués, Dorothée Oliéric, et le 52e militaire dans cette liste, c'est Maxime Blasco, que vous connaissez bien, que vous avez rencontré. Il a perdu la vie au Mali. Pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter son destin ? Il y a d'abord eu un documentaire que vous avez consacré qui s'appelle Nuit d'enfer, dans lequel on va le voir tout à l'heure à travers un extrait. Pourquoi lui ? Parce que je l'ai rencontré et c'est assez étonnant parce que c'est une rencontre qui est très forte. Vous savez, ces militaires souvent sont assez réservé, se méfie des journalistes. Et il fait partie de ces gens-là qui arrivent avec une approche, les 2 pieds sur le frein, en se disant « Oh là là, je suis obligé de parler à la journaliste, j'en ai pas du tout envie », et ça se voyait dans ses yeux. Donc il a fallu un petit peu faire connaissance, lui expliquer que je connaissais bien aussi le terrain malien pour avoir été, qu'on avait été dans d'autres terrains comme la Centrafrique notamment. Donc tout de suite, ça a un peu brisé la glace et je lui ai pas mis directement la caméra sous le nez pour le faire parler. Donc on a établi ce rapport de confiance. Et une fois qu'il y a eu ce rapport, j'ai découvert un homme très différent, très lumineux, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'intelligence, quelqu'un de passionné par son terrain, pas juste le militaire, le gros bras qui veut aller rouler et des mécaniques et en découdre. Au contraire, quelqu'un qui mettait un sens à sa mission. Alors, et donc j'ai voulu raconter son histoire. Justement, donner du sens à sa mission. Comment un jeune pâtissier qu'il était épouse et l'uniforme de l'armée française. Pourquoi ? Quelle était sa motivation ? C'était un rêve depuis tout petit. Il pensait que comme il n'était pas bon à l'école, il n'allait pas y arriver. Et puis, il visait très haut. Il voulait rentrer dans les forces spéciales, il voulait être sniper. Et puis, c'est ces militaires qui ont une culture très cinématographique. Il avait vu American Sniper. Et un jour, sa femme lui dit « Mais arrête de me dire que tu veux faire ça.
tu pousses la porte d'un CIRFA pour aller te renseigner, pour savoir comment on s'engage. Elle l'a un peu poussé, il est allé, il a dû batailler déjà, passer les formations, et puis il est devenu l'un des meilleurs tireurs d'élite des chasseurs alpins, avec une exigence toujours très haute, et c'est devenu un soldat vraiment hors du commun. Alors, il est décédé le 24 septembre 2021, c'est Oui, bien cela. Et 2 ans avant, le 14 juin 2019, dans la nuit du 13 au 14, il va se passer un événement qui a marqué les esprits côté français. Est-ce que vous pouvez d'abord, avant de voir l'extrait, parce que sinon on ne va pas comprendre ce que raconte Maxime Blasco que vous avez rencontré, que se passe-t-il cette nuit-là? Alors c'est une opération qui a commencé le matin où les groupements, les commandos des GCM, groupements commando montagne, interviennent dans la zone des 3 frontières pour, ils ont repéré plusieurs djihadistes. Donc, zone des 3 frontières, Mali, Burkina Faso. Voilà. Et Niger. Vraiment à la frontière. Réputée très dangereuse. Ils combattent vraiment des combats très très violents toute la journée. L'intervention des hélicoptères d'attaque Tigre. Puis Maxime Blasco est prêt pour la relève. Donc il attend, il a envie d'y aller parce que les soldats, quand quelque chose se passe, ont envie d'intervenir. Au petit matin, il arrive sur zone, il est tireur d'élite à l'arrière d'un hélicoptère Gazelle où il y a le pilote et le chef de bord devant et il tire un moment sur un assaillant, puis le deuxième tir, l'hélicoptère est touché et va se cracher et là il prend feu. Et ils sont tous les 3 blessés, Maxime moins que les autres, et il va sauver le pilote et le copilote en les sortant de l'appareil en feu et surtout en les mettant sur les patins, c'est pas des patins, c'est au-dessus des roues de l'hélicoptère Tigre, accroché à la carlingue, sous le feu de l'ennemi. Ils partent comme ça. C'est une scène absolument digne des films de guerre américains, assez incroyable. Et pour lui, c'est évident, il ne pouvait pas partir en laissant ses camarades et se sauver seul. Alors, Nuit d'enfer, on regarde comme promis un extrait. Et à ce moment-là, j'étais encore un peu dehors et en train de tirer, les pieds sur le patin. Et à ce moment-là, quand on commence à s'éloigner, approcher du sol, je rentre bien les jambes dedans et je m'accroche au siège du chef de bord en me serrant le plus fort possible, en me disant de toute manière ça va être l'impact assuré. Donc, Et là, qu'est-ce qu'on ressent? De l'impuissance. J'ai accepté. Je me disais de toute façon, ça se finit aujourd'hui. Vous vous dites que vous allez mourir? Oui, clairement. Tous mourir? Oui. C'est la fin de ma courte vie. Voilà, ça sonne comme un propos prémonitoire. Vous dites aussi, en fait, si vous avez voulu, en quelque sorte, lui rendre hommage à ce soldat, c'est pas pour faire ni l'apologie de telle ou telle guerre, mais parce qu'aucun Français, dites-vous, aujourd'hui, n'est capable de donner le nom d'un des 59 soldats français tués au Sahel. Ça vous surprend? Moi, pas tellement. Hein. Franchement, on voit leur visage sur fond de drapeau bleu, blanc, rouge, comme ça, vite fait, dans le journal de 20 h. On donne leur nom. Aux Invalides, ils sont décorés. Aux Invalides. Ensuite, ils passent, voilà, le cercueil passe sur le pont Alexandre III à Paris, et il n'y a que des anciens combattants. Il n'y a pas de Français. Alors, quand après, il y a de grands discours, il y a la Légion d'honneur à titre posthume, il y a la cérémonie aux Invalides, certes. Et quand on dit la patrie reconnaissante, mais on ne les voit pas, les Français. Il y a de l'amertume sur ce procédé que vous racontez? Je pense qu'il y a une tristesse, pas de l'amertume, parce que ce sont des soldats qui ont choisi, qui se sont engagés, qui savent qu'il y a ce risque, qui acceptent le sacrifice ultime, parce qu'ils en parlent de ça avant de partir. Hein, ils en sont totalement conscients. Mais il y a cette tristesse qu'on les reconnaisse une fois qu'ils sont morts. Voilà, les médailles, les récompenses. Pour la famille, c'est important, notamment cette cérémonie aux Invalides, même si elle est douloureuse. Mais c'est vrai que personne ne sait. Alors, c'est pas la seule guerre où personne ne donne des noms. Hein, c'est la même chose en Afrique aussi. Les gens ne connaissent pas le nom des soldats qui tombent pour leur pays. Vie et mort d'un soldat d'élite, Maxime Blasco. On va poursuivre et vous entendre notamment sur l'Ukraine, mais vous avez raison de le signaler. Par exemple, 59 soldats français, 2000 soldats maliens, 116 tchadiens, des dizaines d'autres de plusieurs nationalités, 5000 combattants dans les rangs des djihadistes et des civils maliens aussi qui ont payé un lourd tribut, 4000 morts depuis le début du conflit et le coup d'État qui avait renversé le président Amadou Toumani Touré ATT. L'Ukraine, dans 18 jours, Dorothée Oliéric, le 24 février, ça fera 2 ans que la Russie a envahi l'Ukraine. C'est l'un des conflits que vous avez couvert. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, sur place, en couvrant ce conflit?
Alors déjà, j'y retourne dans 2 jours, donc j'ai déjà la tête en Ukraine. J'y étais au tout début de la guerre. J'y étais un peu avant. J'y étais vers le 10 février et le 14 février, c'était la Saint-Valentin. Et je peux vous dire qu'à Kiev, toute la jeunesse fêtait ça. Il y avait une insouciance, une légèreté. Ils ne voulaient pas croire à cette invasion possible. Même si on voyait ces images de colonnes, oui, on se souvient, mais non. ça avait duré, Oui. Et à un moment donné, voilà, le 24, tout d'un coup, les chars rentrent, les sirènes, les premiers missiles, les roquettes, et la population de Kiev un peu tétanisée, pas paniquée. Étonnamment, les gens sont allés aux abris, sont allés dans les métros. Il n'y a pas eu ce mouvement de panique. Alors, il faut savoir que la guerre, le fracas de la guerre est absolument terrible. La guerre, c'est avant tout des sons, et des sons qui vous prennent aux tripes, qui vous bouleversent. C'est une frayeur, une terreur, surtout pour les gens qui n'ont pas l'habitude de ça. Nous, on est aguerris, on connaît. Mais ils ont basculé tout doucement dans un scénario qu'ils ne voulaient pas imaginer, avec énormément de courage, de résilience. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui dansaient en boîte de nuit le soir de la Saint-Valentin, eh bien, tout de suite, ont pris les armes, ont essayé d'être utiles sur un checkpoint, préparant de la nourriture pour les soldats. Il y a eu un mouvement de résistance assez étonnant, assez admirable. Là, c'est un peu différent 2 ans après. Justement, est-ce que vous appréhendez dans 2 jours, vous allez arriver à Kiev, on imagine? Est-ce que vous allez y rester ou est-ce que vous allez dans l'est du pays? Je ne vais pas rester longtemps à Kiev. Alors, on arrive par la Pologne, il y a beaucoup de routes, on va à Kiev, on dort une nuit à peu près. Ensuite, on va aller direction Kharkiv, qui a été beaucoup bombardée ces derniers jours, ces dernières semaines. Ensuite, on va aller dans le Donbass, on va se rapprocher de plusieurs lignes de front. Après, il faut trouver le moyen intelligent d'y aller. Alors, pour notre sécurité, mais bon, à partir du moment où on met le pied quand même sur la ligne de front, on a beau dire, les chefs me disent fais attention avec ton équipe, prenez pas de risques, mais bien évidemment qu'on en prend des risques, sinon il n'y aurait pas de reportage. Donc il faut y aller intelligemment, il faut savoir se mettre à l'abri. Du jour au lendemain, moi je me suis retrouvée dans des positions, dans des tranchées, avec le sentiment d'être dans un livre d'histoire, comme pendant la Première Guerre mondiale. Vous n'aviez jamais connu dans les conflits, et pourtant vous en avez connu des durs. Ça fait plus de 25 ans que je vais sur beaucoup de terrains de guerre. Et là, dans une tranchée, ce qui m'a surpris, c'est d'ailleurs l'étroitesse vraiment de la tranchée. Et on comprend pourquoi. Parce qu'au début, au bout d'une demi-heure, j'ai commencé à entendre siffler les obus au-dessus de nos têtes. Et là, vous êtes accroupi. Dès que ça passe au-dessus de la tête, vous entendez l'obus qui tombe, vous vous relevez, vous continuez, ça repart. Et c'est accroupi, debout et allongé parfois quand il y a des tirs de missiles. Alors, bon, c'est très, très particulier. Mais surtout, ces soldats, ils restent pendant des mois, pendant des années. Nous, on y passe 4-5 heures. Certes, c'est dangereux, mais après, on repart pour faire notre reportage, pour faire un autre reportage. Donc, je vais essayer surtout de prendre un petit peu la température de cette résilience, de ce courage. Et là, on voit bien qu'il souffle un air un peu de pessimisme pour la partie ukrainienne. Je vais voir. Moi, je ne prends pas parti. Je vais raconter ce qui se passe. Il ne faut pas oublier que France Télévisions est également, de l'autre côté, nos correspondants à Moscou couvrent aussi et seront pour les 2 ans du côté de Mariupol notamment. D'ailleurs, il y a une nouveauté, c'est qu'à l'époque, y compris les États-Unis, alliés de l'Ukraine, disaient attention, les lignes rouges, n'attaquez pas, restez des défenseurs, n'attaquez pas le territoire russe. C'est désormais le cas, notamment à Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine. Ça, effectivement, c'est une donnée que France Télévisions va prendre en compte dans la couverture de ce conflit, en sachant qu'il est difficile d'aller tourner dans l'Est, dans les zones occupées et autoproclamées d'ailleurs russes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la France, qui a fourni énormément d'armes, a toujours dit la ligne rouge, c'est n'utilisez pas ces armes pour frapper en profondeur sur le territoire russe. Et les Ukrainiens utilisent des missiles de l'époque soviétique et non pas les missiles Scalp et autres missiles extrêmement modernes pour taper les zones russes. Alors après, du côté de notre bureau à Moscou, ils peuvent effectivement s'approcher de lignes de front. Moi, en 2014, j'ai été aussi du côté à Donetsk même, du côté pro-russe. Et je pense que c'est important d'avoir cette dimension, d'avoir ça dans mes souvenirs. Pour vous, le conflit a commencé là, plutôt d'ailleurs. C'est vrai qu'on dit toujours, on commémore, enfin là bientôt le 2e anniversaire de l'invasion russe. Mais 2014, l'annexion de la Crimée, avant. 2014, dans le Donbass, les combats ont lieu à Donetsk, dans le Donbass depuis 2014. Ça a été extrêmement violent des 2 côtés. Moi, pour avoir été, je vous dis, côté pro-russe, les missiles ukrainiens tombaient ici aussi.
Merci beaucoup Dorothée Olyric. On verra bien entendu vos reportages sur France Télévisions, mais aussi sur TV5 Monde, puisque France 2 est notre partenaire. Et je rappelle donc qu'un vie et mort d'un soldat d'élite, Maxime Blasco. Ça peut être aussi intéressant pour celles et ceux qui veulent quitter leur métier civil et intégrer une armée pour en voir justement les risques et l'objectif des missions qui leur sont donnés par un État. Merci à vous. Merci Dorothée. à vous. Merci.